Si on prend les codes de Piaget, c'est donc la couleur, le travail de l'or, le mouvement grâce au mouvement extra fin, mais le mouvement aussi sur une bague possession. Ouais, qui bouge, etc. Le côté très joyeux, très solaire de la marque et le côté non figuratif. On va dire que le produit le plus figuratif chez nous, ça va être la rose, parce qu'il y a une histoire derrière, c'est l'histoire de la rose Yves Piaget. La pièce Altiplano, pour moi, c'est l'emblème de la maison, parce que c'est la montre extra plate de la maison. Et c'est grâce à cette montre, finalement, qu'on a inséré nos premiers mouvements extra plats. Le 9P et le 12P, c'est les mouvements qui faisaient 2 mm d'épaisseur, qui ont été créés dans les années 50. Pour l'époque, c'était vraiment une prouesse technique, c'était le mouvement le plus fin au monde. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Loudana et bienvenue dans les podcasts du luxe. Je suis docteure et cofondatrice de la FinTech Grace, qui permet aux marques de luxe de protéger leurs biens exceptionnels afin que leurs clients les portent en toute sérénité partout dans le monde. Ces dernières années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer certains des plus importants dirigeants et grands noms du luxe qui, à travers leur histoire, ont créé celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Cette amitié, finalement, Andy Warhol était devenu un bon client, donc il l'invitait à ses soirées, où on pouvait voir Eddie Barclay, on pouvait voir aussi Salvador Dali, qui a fait des commandes aussi de ses Dali d'or pour Yves Piaget. Et il y avait ce petit microcosmos d'artistes comme ça dans les soirées avec Yves Piaget. On va dire les pièces les plus atypiques qu'on ait vendues, c'est les manchettes métiers d'art avec des plumes, parce que finalement insérer de la plume dans la joaillerie, c'était quand même assez novateur. Ça se faisait dans les cadrans de montres chez d'autres maisons et chez nous aussi, mais en joaillerie, je pense qu'on est les premiers joailliers à avoir inséré de la plume dans nos bijoux. Ces leaders exceptionnels ont accepté de se livrer dans le podcast afin de vous raconter ce qu'il se cache derrière des pièces iconiques comme un sac Hermès ou encore une montre Bulgari. Comment ces groupes comme LVMH, Richemont ont bâti de tels empires. C'est toutes les questions de toutes les marques de luxe aujourd'hui. Des parcours impressionnants qui vous marqueront à jamais. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi afin de vous partager en exclusivité des conversations inédites et sans filtre avec les leaders de cette industrie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui au sein de Piaget. On s'est rencontrés toutes les deux pour les 150 ans de Piaget au Palais Brongniart à Paris. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un peu de cet événement et qu'est-ce que ça représentait pour Piaget ? Alors c'est vrai que c'était un événement extraordinaire parce que c'était les 150 ans de la maison, donc c'était un peu une rétrospective de tout notre savoir-faire. On a présenté une centaine de pièces pour la collection et on s'est vraiment inspiré de notre patrimoine sans le reproduire en trouvant un fil conducteur qui était la chaîne, parce que la chaîne était très présente dans nos archives. Donc on s'est vraiment inspiré de tous nos savoir-faire, de la chaîne, des différents portés et tout ce que tu as pu découvrir pendant le Palais Brongniart. Moi j'ai adoré parce qu'on voyait vraiment, tu avais les anciennes collections, donc tu avais les Andy Warhol, tu avais plein de choses, puis tu avais les nouvelles et je me rappelle que, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais vous avez une campagne de pub iconique avec du noir et avec de la couleur derrière, avec les ombres. Exact, qui était vachement reprise d'ailleurs par d'autres pays. Exactement, ça a été une source d'inspiration en tout cas pour la com et elle est très visuelle. Très colorée, très simple à la fois et elle met le produit en avant. En valeur, c'est magnifique. Ouais. Alors Stéphanie, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors, donc je m'appelle Stéphanie Civrière, je suis directrice de création en joaillerie et horlogerie dans la maison Piaget. J'ai débuté à Paris en faisant une école de joaillerie, la haute école de joaillerie qui est rue du Louvre, où j'ai vraiment fait une formation d'atelier à la base, mais j'ai toujours aimé dessiner. Finalement, je suis arrivée dans cette école vraiment par hasard. J'ai grandi un peu dans un milieu artistique. T'habitais à Paris de base ? Non, j'ai grandi en Haute-Savoie, entre Chamonix et Megève. Donc vraiment, j'ai grandi dans la montagne et j'ai toujours aimé un peu l'art, dessiner. À l'école, j'étais pas vraiment douée, donc j'ai décroché assez vite l'école. Tu dessinais plutôt ? Ouais, je dessinais et finalement, j'avais un ami de mes parents qui est diamantaire, qui m'a parlé de cette école et qui m'a surtout montré des gouaches. Et je trouvais ça génial de voir des gouachés de bijoux. Je trouvais ça vraiment très très beau. Ouais.
Et à mon époque, pour faire des études artistiques, il fallait le bac, comme j'avais arrêté l'école assez tôt. Il fallait le bac Ouais. Finalement, je suis rentrée dans cette école, il y avait un concours d'entrée. Donc j'ai fait le concours, je suis arrivée dans les premiers, et je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à ce métier, qui n'était pas du tout voué pour moi, enfin, je pensais jamais faire ce métier un jour. Et je me suis mis dedans, et à force de me mettre dedans, j'ai trouvé ça génial, de faire quelque chose de ses mains, de pouvoir créer. Et en sortant de l'école, je me suis posé la question, est-ce que je fais de l'atelier, est-ce que je fais de la création? Je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise en création. Parce que juste, tu avais des cours de gémologie, aussi, ouais, qu'est-ce que tu apprenais exactement? Tu apprenais à savoir de toi-même, à créer une bague, à toucher le métal, souder, vraiment toucher la matière. Tu étais capable de faire un bijou à la fin. Exactement. Et on faisait un petit peu de dessin, pas beaucoup, beaucoup plus d'ateliers. On avait quelques notions de gémologie, mais pas tant que ça. Et finalement, c'était une super formation parce que pour apprendre à dessiner un bijou, il faut apprendre à le fabriquer avant. Donc finalement, c'était logique. Et en sortant de l'école, mon premier boulot, c'était chez Lorenz Baumer. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés chez lui. Finalement, c'était une très belle formation. C'est vrai que c'est un peu un génie fou. Voilà, il m'a beaucoup appris parce que chez lui, on faisait tout de A à Z. C'est-à-dire que tu dessinais, tu faisais? Non, alors on dessinait plutôt. Voilà. Ok. Et ensuite, après Lorenz, j'ai fait un peu de freelance, dont Piaget. Et c'est comme ça que Piaget m'a recrutée pour un poste de junior en joaillerie. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivée chez Piaget, la joaillerie, c'était tout petit. Il y avait tout à créer. Il y avait une ligne iconique, déjà, c'était la bague possession, la ligne possession, et la joaillerie vraiment très, très petite dans la maison. Donc, quand je suis arrivée, c'était Jean-Bernard Foreau qui m'a recrutée et qui m'a dit, voilà, c'est une super opportunité pour toi, tu vas développer la joaillerie. J'étais toute seule à la joaillerie pendant des années. Et ensuite, j'ai pu monter une petite équipe du côté joaillerie. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu que la joaillerie prenait de l'ampleur. Donc, quand je suis arrivée chez Piaget, je me suis dit, mais jamais je resterai autant dans une maison. Finalement, et puis finalement, quand j'ai vu l'évolution de la maison, je me suis restée. Et en 2016-2017, on m'a demandé de m'occuper de l'horlogerie pour avoir beaucoup plus de transversalité entre l'horlogerie et la joaillerie, parce que finalement, c'est une maison à la fois horlogère et joaillière. Donc ça coulait de source d'avoir quelqu'un qui regroupe les deux. Mais c'est excellent parce que donc, Piaget, c'est une maison qui est horlogère. Et finalement, aujourd'hui, la direction artistique vient de la joaillerie. Aussi, ouais. Donc c'est drôle. Bon, après, elle a quand même... Son ADN, c'est quand même l'horlogerie pure. Et la joaillerie s'est développée au fur et à mesure des années. Donc on peut dire que tu es quand même derrière tout ça. En tout cas, c'est un succès. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement... Qu'est-ce que ça signifie d'être directeur, directrice de création? Parce que je pense que ça veut dire tout et rien dire. Et peut-être que ce que tu fais aujourd'hui n'avait rien à voir quand tu es arrivée. Parce que quand tu es arrivée, donc tu avais quoi? Il y avait un directeur artistique, il fallait suivre un peu ce qu'on te disait et toi tu faisais des dessins et voilà. Ou, il n'y avait pas vraiment de directeur artistique, c'était plutôt deux départements. Il y avait un département marketing joaillerie et un autre département marketing horlogerie. Et il n'y avait pas assez de communication, mais il n'y avait pas vraiment de directeur artistique qui gérait tout ça. Donc finalement, c'est un poste qu'ils ont créé. Il y avait plutôt un directeur créa Orlo, qui était Monsieur Guette, qui était très connu à l'époque, qui a dessiné énormément de modèles emblématiques de la maison, qui est décédé aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment de direction artistique dans la maison. Et donc... Qu'est-ce que ça signifiait, ce que tu faisais à l'époque? Parce que si tu étais toute seule pour créer toute une collection, c'est ça? Oui, alors c'était des petites collections au début. Bon, tu as quand même des bagues, c'est bête. Exactement, on avait des petites collections créatives, où il y avait la ligne possession à animer, et puis au fur et à mesure qu'on dessinait des collections créatives, ça a pris un peu plus d'ampleur. Donc là, c'est comme ça que j'ai commencé à recruter des gens. Et j'avais un directeur marketing avec qui je travaillais beaucoup. Et on était vraiment en transparence les deux. Et c'était plutôt un travail d'équipe. Donc j'essayais de trouver mon équilibre entre le marketing, la créa. Et puis aujourd'hui, pour revenir à ta question, qu'est-ce que directrice de création? C'est vraiment être garant de l'ADN de la maison, donner une direction en tout cas à mon équipe,
une vraie direction créative par rapport à un thème, par rapport à un sujet, et de garantir à ce que leur design colle bien à l'esprit de la maison et à l'ADN de la maison. Mais donc en fait, si on est d'accord, donc par exemple, la maison va mettre en place une stratégie. Donc je sais pas, pour 2024, c'était les 150 ans de la maison. Donc là, on ressort la Apollo 79, on va faire ça, on va faire ça. Et donc toi, qu'est-ce que tu devais créer en même temps avec les deux, c'est ça? Exactement. Et puis c'était retrouver, par exemple, pour une collection comme les 150 ans, c'était trouver des liens avec le passé. Comme je disais, des liens très forts et très emblématiques dans le passé qu'on retrouvait, et c'était surtout dans les années 70, 60 que la maison vraiment a pris son essor, en tout cas dans la joaillerie, un peu horlogerie, joaillière, et créer des liens entre le passé et le présent, tout en s'en inspirant. Par exemple, l'Apollo 79, donc vous l'avez relancé à cette année-là, c'est ça? Comment vous avez fait pour... Comment tu t'es dit, tiens, si on refaisait celle-là, pourquoi vous avez relancé cette montre-là? Finalement, on l'a relancée pour l'anniversaire de la maison parce que c'était à l'époque une montre iconique qui était vraiment emblématique de la maison. C'est un modèle qui s'est beaucoup vendu, qui est très atypique. Et puis pour moi, qui est plus qu'une montre parce que finalement, cette montre, il y a un bracelet intégré dans cette montre. Et le bracelet est vraiment la continuité de la montre. Et finalement, comment on reconnaissait une montre à cette époque? C'est vraiment cette grammaire stylistique. La montre, la boîte de montre et le cadran sont vraiment dans la continuité et dans le même design. En fait, c'est pas un cadran plus un bracelet. Exactement. C'est une chose. Voilà. Et puis en plus, c'est une montre qui est totalement en or. Elle est totalement en or. Et on retrouve ces gaudrons aussi bien sur toute la totalité de la montre et dans le cadran aussi. Ouais, c'est génial. Bon, j'ai hâte de voir les prochaines. Est-ce que tu pourrais nous dire, donc aujourd'hui, donc tu parlais tout à l'heure qu'il y avait vraiment ce binôme avec le marketing. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus dans le sens où donc il y a la créativité, mais aussi faut être aligné avec la stratégie de la maison, et donc c'est un binôme. Donc, comment toi tu travailles avec ça? Alors, c'est pas évident, hein, parce que des fois, on n'a pas du tout... Et heureusement, souvent, on n'est pas du tout d'accord. Donc, on confronte nos idées. Et puis même, je dois dire que c'est un peu plus sain qu'on ne soit pas tout le temps alignés. Donc, on essaye de trouver l'équilibre. Je pense que le marketing, autant la création, est hyper importante. Sans le marketing, nos pièces, on ne les vend pas. Ils sont là aussi pour nous aider à les vendre. Moi, je suis là aussi pour écouter aussi leur point de vue. Eux, ils écoutent notre point de vue et puis après, on essaye, chacun fait des concessions pour arriver à quelque chose de sympa. Mais je trouve que c'est quand même un travail d'équipe. Tu as un exemple comme ça d'une pièce où peut-être tu n'étais pas d'accord et finalement c'était un succès? Je peux citer... par exemple, cette pièce, cette montre, quand je l'ai présentée au marketing de l'époque, ils n'étaient pas du tout d'accord, n'aimaient pas. Et c'est là, nous, en tant que créateurs, d'y croire, d'aller jusqu'au bout et de se battre pour faire vivre un produit. Et souvent, je trouve qu'à la création, on est quand même assez visionnaire, on marche à l'intuition. Les gens du marketing... vont plutôt regarder les tendances, suivre des tendances. Donc c'est confronter les deux et puis y croire à ses idées. Et puis voilà, après, c'est la question de confiance. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et comment tu travailles justement entre le CEO et le DA? Parce que j'ai souvent des questions là-dessus et je pense que n'importe quelle personne dans le luxe se demande où tu sais, vraiment ce système d'un directeur artistique et un CEO. Et comment on arrive à allier la créativité avec justement le côté du business. Et comment toi tu fais pour travailler justement en binôme là-dessus? Alors avec mon CEO, ça se passe plutôt bien parce qu'on a quand même les mêmes goûts. Donc ça c'est bien. Après c'est quelqu'un aussi qui part dans tous les sens. Donc pour moi il est comme un créatif aussi. C'est génial. Et après il a plein d'idées. Donc c'est comment les canaliser. Sinon... Normalement, on pourrait croire que c'est l'inverse. Il a beaucoup d'idées. Je le suis quand même pas mal. Après, je ne suis pas forcément en adéquation avec tout.
Mais voilà, on s'enrichit mutuellement, on trouve des idées, on brainstorm, ça se passe plutôt assez bien. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec Benjamin, une fois par mois, on se fait des déjeuners où on peut discuter de nos idées. Moi, je peux parler de mes idées et tout. On est assez à l'écoute les deux et ça se passe plutôt bien. C'est trop bien, hein. C'est génial. Hein. Parce que souvent, c'est vrai que quand tu as trouvé le binôme qui fonctionne bien, une marque, elle va très très loin. Alors. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment ça fonctionne chez Piaget, créer une pièce de A à Z? Vraiment de toutes les étapes, pour toutes les personnes qui ne savent pas, en tout cas dans la joaillerie, parce que dans d'autres domaines, ça peut être un peu différent. Après, ça dépend. Alors, créer une pièce, en soi, c'est facile. Il faut que ça corresponde à la maison. En général, on part d'un brief, souvent d'un brief marketing. Okay. Le brief marketing, ça va correspondre à des demandes marché, à des clients, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Ou alors ça peut être autour d'un thème, un thème qui résonne à la maison. Donc ça c'est pour créer une collection. Par exemple, là, le thème des 150 ans, c'était autour de ça. On a aussi des thèmes autour de la nature. Mais chez nous, la nature, on va jamais faire une nature figurative. Ça va être toujours une inspiration, un zoom sur un détail de la nature. On va le stretcher. Voilà, et ça va correspondre plutôt à l'ADN de la maison. Donc, on essaye toujours de garder l'esprit de la maison, de mettre sa patte à nous, mais insérer des codes stylistiques qui vont faire que la pièce sera Piaget. Donc, il y a ce brief. Il y a le brief. Vous faites les Ensuite, nous, on va dessiner, on va faire plein de croquis. Où là, on va commencer à resserrer nos croquis, à se dire bon, ça va pas. Ensuite, on fait une première passe avec le marketing. Donc, on leur montre nos premières idées. Donc là, ils vont nous dire tiens, ça va être trop cher, ça, c'est pas assez cher. Est-ce que tu pourrais... le poids de l'or, exactement. T'as le prix donc, des il y a pierres, tout qui rentre en compte. Et puis après, on va commencer à construire notre dessin. Donc il y a toute une construction et là on va consulter le développement, on va consulter l'atelier, les joailliers aussi peuvent avoir une idée sur la construction si c'est un peu compliqué. Ensuite, une fois qu'on a bien construit notre dessin, et là on va le gouacher. Donc tout est gouaché à la main. Donc aujourd'hui on utilise aussi bien sûr Photoshop, l'iPad, enfin voilà, c'est plusieurs outils. Pour avoir un peu comme ce qu'on peut voir là sur les plateaux en arrière-plan. Et ensuite, ce dessin il sera toujours à l'échelle. Parce qu'ensuite, c'est ce dessin qu'on va donner à l'atelier. Donc, le dessin reste en 2D, pardon. Et ensuite, il va y avoir l'atelier qui va commencer à l'étudier et la 3D. Donc là, on va mettre en volume notre dessin. Ouais. Donc, on a un bureau de 3D qui va mettre en volume notre dessin, qui va sortir des cires. Donc là, on va appréhender un peu le volume. Donc, on va faire des essayages et tout. Et là, on va se dire, tiens, on peut modifier un peu le dessin parce que finalement, c'est trop gros et tout. Donc c'est ça qui va faire qu'on va après attaquer la pièce en métal. Et ce qui est génial, c'est que on est quand même une manufacture intégrée. Donc moi, je peux descendre régulièrement à l'atelier, voir comment la pièce avance. Chaque designer peut descendre aussi à l'atelier. Et puis discuter avec le joaillier, discuter avec le homologue, avec la CAO pour bien construire. C'est le 3D, la 3D justement. Okay. Et pour construire en fait, tout ce process, il est hyper important. Parce qu'entre un dessin, des fois, la pièce finale, elle est vraiment... il y a quand même des changements entre le dessin qui est en 2D et la pièce finale. Parce qu'elle évolue. Et la création évolue toujours, en tout cas dans un bijou, je trouve. Et en fonction des pierres qu'on va trouver aussi. Des fois, on démarre un collier selon les pierres qu'on a, mais des fois, on n'a pas les pierres. Donc après, on va chercher les pierres. Donc on va changer un petit peu le dessin selon la pierre. Puis ça va nous donner une idée sur autre chose. Voilà. Et ensuite, à partir de ces cires, là, vous allez vraiment créer la première pièce. Exactement. Mais avec... les cires, donc c'est la pièce en faux. Ouais. Mais par contre, c'est comme une maquette en fait. Voilà, c'est une maquette, mais à partir du moment où tu touches le métal, l'or, etc., là, ce sera la vraie pièce. Exactement. C'est ça. Là, c'est figé. Donc voilà, et là, ça part à la création, etc. Exactement. Et combien de temps ça prend entre ce fameux brief et la pièce qui est finie? Alors, en général, on dessine toujours 2-3 ans avant. Que ce soit pour une collection ou pour la fine joaillerie. Parce qu'après, il faut se dire qu'il y a trouver les pierres. Monter la structure de la collection, donc ça prend quand même un certain temps. On va dire qu'une collection, on va dire que ça peut, on la crée entre 3 et 6 mois, parce que c'est-à-dire y a une centaine de pièces, tous les dessins, exactement. etc. Ouais.
Et même la fine joaillerie, en général, c'est 2-3 ans avant, parce qu'après, il y a toute une structure de développement à faire, où ce soit de l'usinage, de l'atelier, de la fonte, mettre en place les maquettes, toute cette gamme. Toutes ces étapes-là de la joaillerie, vous l'avez... Ouais, ici, en c'est génial, parce que par exemple à Paris, beaucoup de maisons joaillières, c'est plein d'ateliers différents, et c'est pas forcément au sein même d'une maison, donc c'est quand même Alors une on a des force sous-traitants un peu partout, mais on essaye de faire le plus gros dans notre manufacture. Ah ouais, c'est comme le polissage ou des choses comme ça, etc. Ah mais c'est génial. Et donc ça prend un certain temps, et puis après, on présente à nos marchés et tout ça, puis après le temps de produire. Comment ça, tu présentes à tes marchés? On présente à toutes les filiales de Piaget, au marché. C'est là où elles vont choisir. Moi, je l'achète. Exactement. C'est le fameux merchandising. Exactement. Moi, je la veux parce que ça marche bien en Asie, ça marche Exactement. bien. Ah. Et qu'est-ce qui marche justement un peu? Tu me disais tout à l'heure, là, moi, je porte là une montre Gala, où tu me dis que ça, par exemple, ça marche bien au Moyen-Orient. Est-ce que tu as des collections un peu aussi pareilles où tu sais que ça, c'est vraiment pour le Moyen-Orient et ces clients-là, vraiment, ils le demandent, ou peut-être pour la haute joaillerie? Je trouve que dans une collection, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. En général, c'est vrai que selon les cultures, en fait, il y a des choses qui se vendent moins bien ou plus. On va dire qu'au Moyen-Orient, on remarque quand même que la couleur est présente, l'or est présent, les choses assez généreuses, on les vend peut-être mieux là-bas. En Asie, ça va être des choses un peu plus l'or blanc, plus discret, plus statutaire. Ça dépend vraiment des cultures. Et en Europe, qu'est-ce que les Européens ils aiment en joaillerie ou en haute joaillerie? Des choses un peu plus travaillées, avec plus de caractère en fait, moi je trouve. Puis bon, après moi c'est difficile parce que j'ai un goût plus européen, donc forcément je vais décider des choses qui me correspondent aussi. Mais ça dépend. Après on est une marque aussi, quand même avec une entrée de gamme qui est assez élevée. On a des produits aux alentours de 1 500–2 000 francs, mais on va dire qu'une montre chez nous, entrée de gamme, c'est autour de 10 000 francs, 10 000 francs suisses. Donc c'est pas donné à tout le monde. Un Européen va pas s'acheter une montre comme ça à 10 000 francs, alors qu'en Asie, c'est peut-être un peu plus facile. Ils ont un pouvoir d'achat qui est un peu plus gros. Et c'est quoi les pièces les plus emblématiques que vous avez vendues pendant les 20 ans où tu étais là? Il y en a eu plein. Je donne quelques exemples. Des pièces emblématiques, on a des montres complètement serties de diamants, du bracelet à la lunette, au cadran, la montre Aura. Il y a une de vos montres qui a été une des plus chères au monde. Oui, c'est la montre Aura. Celle-là. Voilà, celle-ci, elle est complètement sertie de diamants. Et ça, c'est une pièce emblématique qui existe depuis des années chez Piaget. C'est une pièce qui est discontinue ou c'est une pièce Non, chaque année, on en fait une nouvelle, avec des camaïeux de couleurs. Là, cette année, on les a sortis en dégradé de saphir, dégradé de rubis. Donc c'est pareil, c'est très très long à trouver un dégradé. Des fois, on met 1 an à trouver un dégradé de pierre. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment très très long. C'est incroyable. Et en pièces de joaillerie? Et en pièces de joaillerie, il y en a eu beaucoup. On va dire les pièces les plus atypiques qu'on ait vendues, c'est les manchettes métiers d'art avec des plumes. Parce que finalement, insérer de la plume dans la joaillerie, c'était quand même assez novateur. Ça se faisait dans les cadrans de montres, chez d'autres maisons et chez nous aussi. Mais en joaillerie, je pense qu'on est les premiers joailliers à avoir inséré de la plume dans nos bijoux. Mais elles sont dedans, elles ne sont pas en dehors. Ah non, elles sont en dehors, ouais. Oh, c'est excellent, mais c'est hyper fragile, non? C'est très fragile, donc c'est beaucoup de la marqueterie, mais c'est de la pièce unique. Incroyable, ça devait être magnifique. Et quelle est la pièce la plus chère de l'histoire de Piaget? Tu le sais? On n'en a pas eu, j'ai pas le... Non, on a vendu des pièces avec des... Plusieurs millions. Je me rappelle au Palais Brognard, je crois que vous aviez fait une vente incroyable au Palais Brognard. En fait, ça va dépendre de la valeur de la pierre, surtout. Ok. Ouais. Le prix, vraiment. Ouais. Et en fonction de la pierre exceptionnelle, là, ça peut... Exactement. Vous avez un peu des ventes aux enchères ou des choses comme ça que vous pouvez suivre? Par exemple, vous avez quand même une collection vintage chez vous. On a une collection vintage. En fait, on a un patrimoine ici qui rachète des pièces à des clients ou aux enchères. Et qui constitue un petit stock. Là, tout ce qu'on voit ici, ça, c'est des pièces du patrimoine qu'ils ont rachetées pendant des ventes. Et par exemple, dans une exposition comme pour les 150 ans, toutes les pièces vous appartenaient ou il y en a certaines, ça appartient, je ne sais pas, il y avait des clients privés. Il y a des clients privés qui nous ont prêté et il y a aussi beaucoup de pièces qu'on a rachetées.
C'est génial, parce que ça fait partie du capital de la maison. Exactement, et puis c'est dommage de ne pas avoir une trace du passé quand même. Ouais, surtout quand c'est des pièces uniques ou des choses comme ça. Ah, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est incroyable. Et dans les pièces, justement, un peu iconiques, peut-être qu'on peut parler de la fameuse Altiplano. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? La pièce Altiplano, pour moi, c'est l'emblème de la maison. Parce que c'est la montre extra plate de la maison. Et c'est grâce à cette montre, finalement, qu'on a inséré nos premiers mouvements extra plats, le 9P et le 12P. C'est les mouvements qui faisaient 2 mm d'épaisseur, qui ont été créés dans les années 50. Pour l'époque, c'était vraiment une prouesse technique. C'était le mouvement le plus fin au monde. Et grâce à ces mouvements extra fins, on a pu insérer des plaques de pierre dure, de pierre ornementale dans nos cadrans. Ce qui a donné naissance à des montres un peu atypiques pour l'époque, avec de la couleur. Alors que c'était une époque quand même, les montres étaient très simples, avec des bâtons, avec des chiffres romains. Après la guerre. Exactement. Et d'où la naissance de nos montres manchettes avec des pierres ornementales, avec des choses comme ça. Donc finalement, l'Altiplano a laissé libre beaucoup de création dans son cadran et a permis aussi de placer tous ces mouvements extra fins. Oui. En fait, l'Altiplano, c'est la montre qui est la source même de l'histoire de Piaget. Exactement. C'est ça. Grâce à son mouvement extra fin. Exactement. Et parce que là, c'est en 2023 ou en 2024 que vous avez ressorti. C'était quoi? C'était le tourbillon plus fin ou la montre la plus fine au monde? Donc on continue toujours sur la finesse. Finalement, on reste toujours sur des mouvements extra fins. Et en effet, l'année dernière, à Watches & Wonders, on a sorti une montre Altiplano avec un tourbillon dans 2 mm d'épaisseur. Donc c'était vraiment une prouesse technique, c'était un travail d'équipe avec la Cotofé, notre manufacture de mouvements. Ils ont travaillé 3-4 ans dessus, donc il fallait repenser complètement la technique et le tourbillon, inventer même des pièces et des vis pour ce modèle. Et puis aussi aller le design, pas que l'extra plat, mais aussi le design dans le cadran. Donc gros travail d'équipe, mais pour une montre finalement très belle. Parce qu'on voit aussi aujourd'hui des concours de l'extra plat, mais le design n'est pas forcément au service de cet extra plat. Donc là, on a su allier les deux. Et je trouve que c'est bien réussi. Parce que toi, la montre là que tu as au poignet, c'est une Altiplano. Voilà, mais donc elle fait partie des plus fines au monde. Alors, c'est un mouvement aussi extra plat. C'est ça. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très fine. Oui, parce que celle que vous avez sortie, donc là c'était pas celle pour le tourbillon, mais celle je crois il y a 2-3 ans, donc qui était vraiment le record de la montre la plus fine au monde, elle ressemble à ça. Ah oui, elle ressemble à ça. Elle ressemble à une montre classique. Exactement. Par exemple, je crois que c'est la RMUP Ferrari. Elle est très très fine, elle est magnifique, mais c'est un design qui est vraiment parti pris, qui ne ressemble absolument pas à une. Ah non, vous, ça ressemble à vous, c'était vraiment la continuité de. C'est l'histoire de la maison et on va encore plus loin dans notre savoir-faire. On va au-delà de nos limites, toujours repousser les limites. Parce que tous vos mouvements sont les vôtres. Exactement. On a une manufacture intégrée de nos mouvements. Est-ce que même tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'histoire un peu de Piaget? Tu nous en as dit une petite partie là. Oui, en fait c'est vrai que c'est une maison. C'est une maison familiale de base. C'est une maison familiale suisse. Finalement, c'est la famille Piaget qui a monté cette maison en 1874. Donc c'était une petite famille d'horlogers qui crée des mouvements. Ils ont commencé à créer des mouvements, à ouvrir leur première manufacture à la Cotofé. Et ensuite, dans les années 50, a commencé à signer leur première... Alors, je ne sais plus si c'est vraiment les années 50 ou un peu avant, leur première montre Piaget. Et ensuite, ils ont ouvert leur première boutique rue du Rhône à Genève, dans les années 50 aussi, ou 40, je ne me rappelle plus exactement. Et a commencé à créer des montres avec leur parure. D'où la naissance des premières pièces de joaillerie, mais c'était surtout pour aller avec les montres joaillières. Et ça, c'était vraiment un parti pris chez eux de « Ok, on a réussi à faire des mouvements plats, donc on va pouvoir… » Parce qu'à l'époque, c'est ça, c'était des cadrans quand même qui étaient assez lourds. Donc en fait, ça prenait tellement de place que de faire de la joaillerie à côté, c'était pas possible. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu ce… Parce que c'est ça qui est dingue, c'est une maison horlogère, mais qui a
une forte patte joaillière en fait depuis le début. Et ça va donner des montres comme ça. Exactement. Alors après, dans les années 60-70, finalement, Piaget, grâce à la pierre ornementale, ses mouvements extra plats, a commencé à créer des nouveaux portés et a commencé à créer des manchettes bijoux finalement. Donc il y avait toujours l'heure. Pour les femmes, les hommes? Pour les femmes, pour les hommes, n'importe. Et ils ont introduit la pierre ornementale, ils ont commencé à faire des montres sautoirs, à créer des sautoirs où on pouvait détacher la montre et puis la mettre au poignet, et puis aussi des bracelets extra plats. Ils étaient chaînistes aussi à l'époque, donc ils ont développé leurs propres mailles, leurs propres chaînes, leurs propres bracelets extra plats. Là, on peut voir aussi des chaînes, des mailles comme ça, extra souples, donc il y avait un côté très couture aussi dans la maison, grâce à ces mailles. D'où l'époque phare de Piaget des années 60-70, qui se démarquait par rapport aux autres grâce à leur audace, grâce à la couleur, grâce à leur nouveau porté. Ça, c'était vraiment pour l'époque très audacieux. C'est une maison qui était hyper créative. Et, est-ce que tu peux nous parler justement de l'histoire de l'Apollo 79 ? C'était vraiment l'époque phare de la maison. Le polo est arrivé parce que Monsieur Piaget adorait le polo. Et cette montre, pour moi, elle fait partie de la grammaire de la maison parce qu'il y a cette continuité de motifs qui va du bracelet à la lunette et au cadran. Et on retrouve cette finesse autant dans le bracelet que dans la lunette. Donc il y a cette continuité de finesse qu'on retrouve sur toute la montre. Finalement, c'est devenu un modèle emblématique de la maison. Elle s'est énormément vendue. Elle existe dans plein de formes. Elle existe en forme bandeau, elle existe ronde. Et on retrouve toujours ce code d'alternance de gaudron et de plat qui est très très fort et très présent dans cette montre. Donc Yves Piaget est encore présent. Ouais. Finalement, c'est notre ambassadeur. Il vient pendant les événements. Il a quand même un amour pour la maison qui reste très particulier. Il est hyper respectueux des artisans et des créateurs. Et c'est un peu son bébé, finalement, Piaget. Qui doit être content, en fait, que voilà, aujourd'hui, il a revendu la maison, mais en fait, la relation avec le groupe Richemont, ça se passe bien, et il reste là. Il reste là, il a toujours un œil sur nos créations, il adore venir regarder. Et puis, surtout, je trouve que c'est un emblème de la maison. Et à l'époque, quand il était très actif chez Piaget, finalement, nous, on n'avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram et tout. C'était un peu aussi l'ambassadeur parce qu'il était très commercial. Il allait voir ses clients devenaient ses amis. Donc, il a créé un peu cette Piaget Society un peu intimiste. Et finalement, tous ses clients sont devenus ses amis. Et il y avait beaucoup d'artistes dans le lot. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se démarquer par rapport aux autres horlogers aussi, je pense. Parce qu'il était très commercial et très ami de ses clients. Et c'est lui qui était un peu à l'origine de cette rencontre avec Andy Warhol, ou pas forcément? Oui, ouais, exactement. Ouais, voilà, cette amitié. Cette amitié, finalement, Andy Warhol était devenu un bon client, donc il l'invitait à ses soirées, où on pouvait voir Eddie Barclay, on pouvait voir aussi Salvador Dali, qui a fait des commandes aussi de ses Dali d'or pour Yves Piaget. Et il y avait ce petit microcosmos d'artistes comme ça dans les soirées avec Yves Piaget. C'est génial. Et aujourd'hui, en plus, vous avez une montre que vous avez rebâtie, n'avait pas été faite pour Andy Warhol. Non, c'est une montre que Andy Warhol a achetée, qui lui appartenait. Et finalement, cette montre, on a eu beaucoup de commandes spéciales sur ce modèle, qu'on décline avec énormément de pierres dures. Et à force de l'appeler Andy Warhol, elle est vraiment Andy Warhol, elle lui va bien. Et cette année, on l'a sortie en son hommage avec des clous de Paris pour avoir un petit côté un peu rock, un peu Studio 54, faire écho à Andy Warhol. Oh, mais c'est génial. Ouais. C'est vraiment une pièce iconique avec une icône comme nom. C'est vraiment génial. C'est un peu. Et puis en plus, je pense que pour les stratégies des maisons, avoir une pièce iconique avec une icône qui porte son nom, comme Birkin pour Hermès, le Lady Dior pour Lady Diana, je trouve qu'il faut avoir ça quand tu as une marque master marque, on va dire. Il faut que tu aies ta masterpiece, mais iconique, quoi. Puis ce qui est bien dans cette montre, c'est qu'on joue la couleur, quoi. À chaque fois, c'est un cadran de pierre dure différent, donc c'est vivant, il y a de la couleur, donc c'est vraiment, ça fait aussi écho un peu au travail de Encore, ouais, c'est vrai. Et puis même, on retrouve toujours cette force joaillière, parce que tu vois, par exemple, moi je suis française, on va dire un peu cliché parisien, donc
des montres en diamant coloré, j'en vois pas beaucoup des filles comme moi qui vont mettre ça. Alors que ça te donne une personnalité incroyable d'avoir une pièce aussi caractérielle quand tu vas être habillée avec un t-shirt, un jean et voilà quoi. Donc, et puis aujourd'hui, on a le retour du vintage en force. Et je trouve que, et ça tu vas en parler mieux que moi, mais Piaget, vous avez une légitimité incroyable par rapport à ça, parce que vous avez 150 ans d'archives, mais en plus de ça, vous êtes dans votre essence. C'est l'âme vintage en fait. C'est vrai qu'il y a un retour au vintage parce que je pense que les gens, ils ont besoin aussi d'histoire et d'ancrage et de revenir à des sources. Et puis après, le vintage, finalement, c'est un style aussi, c'est une tendance. À l'époque de Piaget, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de vintage parce qu'il y avait cet âge d'or des années 60-70, et puis ça correspond aussi à une époque hyper libre, hyper créative, où finalement tout le monde se permettait tout, et il y avait beaucoup moins de contraintes, même de qualité, on va dire. C'était beaucoup plus libre. Aujourd'hui, on est un peu plus façonné par des groupes, par des choses où on ne doit pas dépasser des choses. Voilà. Et puis, on appartient à une identité de maison, donc on essaye de respecter ça. Alors c'est vrai que moi le vintage m'inspire, mais l'idée c'est pas de le reproduire, c'est plutôt de trouver des petits détails. On va dire chez Piaget, ce qui m'inspire le plus, c'est de retrouver le travail de l'or dans les pièces vintage. On va dire que chez Piaget, l'or est toujours travaillé. Même s'il est lisse, à côté il y aura du contraste. Il y aura un morceau d'or un peu plus travaillé, martelé, ciselé, travaillé à l'échoppe. T'as le fameux on va dire que finalement le décor palace, qui évidemment, c'est un mot interne chez nous, mais c'est un décor qui est travaillé à l'échoppe, où il y a du reflet, on a l'impression de loin que c'est un tissu complètement souple d'or. Et finalement, c'est quand je me suis baladée dans le patrimoine, je voyais beaucoup de ces bracelets qui étaient typiques de l'époque des années 60-70, où il y avait ce décor, et je disais, mais c'est dommage, il est oublié aujourd'hui, et ce serait bien de le mettre sur des bijoux. Et finalement, on l'a ressorti. C'est devenu finalement un code stylistique. Et depuis quelques années, on l'a mis sur nos bagues possession pour apporter encore plus de force dans nos bijoux. Parce que les codes stylistiques, faut pas se leurrer, c'est comme ça qu'on va reconnaître un bijou ou un bijou Piaget. C'est grâce à des codes stylistiques très forts. Et dans n'importe quelle maison, on va retrouver toujours des codes stylistiques propres à la maison. Donc là, le décor palace, finalement, on le retrouve un peu partout. On le retrouve sur nos bagues possession. On le voit ici, on le retrouve sur nos bracelets de montre, on peut le retrouver dans des cadrans de montre, on peut le retrouver sur une manchette, n'importe. Et si je dis pas de bêtises, c'est ce que tu me disais, ce fameux décor possession est de base fait à partir d'une maille de bracelet, c'est ça? Le décor ensuite, palace, c'est ça. Regarde. Tu regardes la caméra, si on regarde en fait à l'arrière, c'est ça, regarde. Voilà, on part d'une maille, chez nous on l'appelle la maille A6, et ensuite on vient avec une petite échoppe. On vient pousser l'or de manière irrégulière, qui fait que de loin on dirait. Il n'y a plus les petits trous. Non, on ne voit plus les petits trous. Et puis ça bouge, c'est vraiment magnifique à l'œil nu, et on a vraiment l'impression d'avoir une peau d'or en fait. Et là on le voit, pareil. C'est une manchette. C'est pareil, c'est fait à partir Exactement. Cette manchette, elle a l'air rigide, mais elle est complètement souple. Et c'est dingue le côté technique, parce que en fait, vu comme ça, tu as l'impression que c'est un tissu plein et solide, et en fait le fait d'avoir ce mouvement mécanique derrière, mais en même temps en fait à moitié-moitié, tu as la moitié qui est fondue entre guillemets et l'autre qui est vraiment cette maille qui bouge, ça permet au bracelet d'être malléable et donc d'être solide. C'est ça? Exactement. C'est quand même génial. Non, et ça a été trouvé de manière un peu c'était vraiment en tout cas à l'époque. Et je trouve que c'est génial. Et c'est vrai que, par exemple, je sais que c'est ta bague, là, je crois, à possession, on le voit. Là, on le voit. Sur certains détails tout petits, tu le retrouves. Et c'est génial, quoi. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de force à un bijou. Quand l'or est travaillé, quand il est... Oui, on peut voir aussi, là, c'est pas un décor palace, mais on va dire qu'il est très travaillé. Ça lui donne beaucoup plus de caractère. Les codes. Parce que c'est ça, si on prend les codes de Piaget, c'est donc... La couleur. Le travail de l'or. Le mouvement, grâce au mouvement extra fin, mais le mouvement aussi sur une bague possession. Oui, qui bouge, etc. Le côté très joyeux, très solaire de la marque, on le retrouve quand même. Il y a beaucoup d'or. Et le côté non figuratif. On va dire que le produit le plus figuratif chez nous, ça va être la rose.
parce qu'il y a une histoire derrière, c'est l'histoire de la rose Yves Piaget. Yves Piaget était passionné des roses, il a créé sa propre rose dans le commerce qu'on peut trouver, qui a beaucoup de pétales, qui a un énorme parfum. Ah bon? Et donc finalement, c'est pour ça qu'on a cette rose chez nous. Finalement, créer une ligne en fine joaillerie autour de la rose, finalement, ça coulait de source. Oui, alors que tu as quand même beaucoup de maisons qui ont des collections avec des roses, des camélias ou des choses comme ça. Donc le côté nature, les fleurs sont souvent des sources d'inspiration. Ouais. Mais c'est vrai que, et je crois que je l'ai vu dans les archives tout à l'heure. Ah ouais, non, mais c'est génial d'avoir cette... Donc c'est vrai que Monsieur Piaget était passionné de roses et il avait il a produit cette rose. Incroyable. Parce qu'en fait, Yves Piaget était le directeur artistique de la maison Un et petit en même peu, temps, quand même, parce que tu sais, tout à l'heure, on parlait il y a le directeur artistique et il y a le CEO. Mais finalement, je crois que, si je dis pas de bêtises, mais je crois que par exemple, Nicolas Boss pour Van Cleef, il faisait un peu les deux. C'est la création et en même temps, il y avait le côté du business. Donc en fait, c'est des choses qui sont aussi totalement possibles dans des maisons. Exactement. Et souvent, d'ailleurs, les créateurs de maisons ont un peu souvent cette double casquette. Aujourd'hui, dans les maisons, les créateurs stars, en fait, ça n'existe plus trop. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer. Je vois que si mes bijoux, Jacques Mus. Oui, mais si mes bijoux puissent exister, c'est aussi grâce à tout l'environnement qu'il y a autour, grâce au marketing, grâce à la communication, grâce au commercial, grâce aux événements haute joaillerie. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Bien sûr que moi, j'importe des idées, ma patte et tout ça, mais il y a toute cette machine derrière qui est très importante. Et la haute joaillerie, vous l'avez commencé quand? Les premières collections de haute joaillerie, elles sont nées dans les années 2000. Et c'est là qu'on a commencé à développer la joaillerie chez Piaget. Tu sais pourquoi vous l'avez lancé? Comme Piaget a ce double savoir-faire horloger joaillier, finalement on s'est servi de ça. On a lancé la bague possession dans les années 90 pour lancer la joaillerie chez Piaget. Ensuite, on a décidé de faire des petites collections créatives, ça a pris de l'essor. Et au fur et à mesure des années, on a développé la fine joaillerie plus la haute joaillerie. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre fine jewelry et haute joaillerie? La fine joaillerie, pour moi, c'est vraiment l'entrée de gamme. Les bagues possession, par exemple, ça correspond à un certain prix. Ça va être de la reproduction. Ça va être des vous faites quand même dans vos ateliers. En fait, chez Piaget, on a plusieurs piliers. On a possession, on a la rose, on a la ligne Sun. Et tout ça, on les anime chaque année. On a cocktail aussi. Donc ça va être des choses qui sont à la répétition. Et ensuite, la haute joaillerie, c'est plutôt des pièces uniques. C'est des collections autour d'un thème. Donc il n'y a pas beaucoup de reproduction. C'est des collections qui sont dans des événements. Et ensuite, une fois qu'on a épuisé tout le stock, on retourne sur une nouvelle collection. Oui, donc toutes les pièces de haute joaillerie, c'est rarement ou peut-être des fois par des commandes, par des clients. C'est tu vas créer ta collection de joaillerie, Exactement. tu vas la présenter donc dans des salons spécifiques, c'est ça? Comment vous les présentez par exemple vos collections de haute joaillerie? Et alors nos collections de haute joaillerie, finalement, on invite nos meilleurs clients du monde entier et on crée des événements dans des lieux un peu extraordinaires, atypiques, comme tu as pu voir au Palais Brongniart, mais ça peut être dans un autre pays. Et après, les différentes filiales de Piaget, ensuite la collection elle tourne dans le monde entier et les filiales créent des petits événements autour de ça. Mais on va dire qu'on fait un gros événement pour la sortie de la collection, ce qui va apporter de la nouveauté, ce qui va nous permettre de ramener nos clients, de les inviter aussi à des soirées de gala. Ensuite, ils vont pouvoir porter aussi leurs pièces, donc ça c'est important. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on crée des collections de haute joaillerie. Parce que quel est le calendrier pour une maison de joaillerie? Le calendrier, on va dire qu'il se fait, les previews, elles se font en général. Alors, on ne va pas sortir des collections comme les fashion, parce que ça va très vite. Mais on va dire qu'on fait une grosse collection créative par an, qu'on sort en preview un peu pendant les Fashion Week pour la presse. Ensuite, on a notre événement de haute joaillerie. Qui est quand, en moyenne? En général, c'est un peu avant l'été. Toutes les maisons le font au même moment? Ouais, à peu près, souvent? en général, ouais. Ok. Ouais. Et par rapport à ça, vous allez avoir toutes tes pièces que, par exemple, les possessions, les simples, les basiques, vraiment, c'est peut-être les premiers prix, mais ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est dans l'année. Il y a plusieurs moments dans l'année. En général, on ne le fait pas en même temps que la haute joaillerie, mais on va dire que ça peut être à la rentrée. Enfin, ça dépend des moments, ça dépend du marketing, ça dépend de la production. Et les grands moments un peu marketing pour une maison, c'est quoi? C'est Noël, c'est la Saint-Valentin? Chez nous,
Oui, évidemment que Noël, on sait qu'on va faire beaucoup de ventes. Il y a le Nouvel An chinois aussi. Il y a les événements de haute joaillerie. Il y a Watches and Wonders. Enfin, on a quand même pas mal de prises de parole durant l'année qui sont importantes. Et le modèle de distribution de Piaget, c'est uniquement dans vos boutiques ouais. Et les montres aussi? Les montres aussi. Donc, ah ouais, il n'y a aucun wholesale, rien du tout, pas de distributeur. Il y en a eu auparavant, ouais, mais maintenant il n'y en a plus. Ouais, full retail. Ouais, où est-ce que font comme ça? Vous avez vraiment un contrôle total de l'expérience client, de vos clients, etc., etc. Ok, bon, ça c'est génial. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les subtilités de création entre une pièce de joaillerie et une pièce de horlogerie? Voilà, c'est moi. Alors pour moi, c'est pas du tout les mêmes process. D'ailleurs, au début, quand j'ai repris l'horlogerie, c'était vraiment complètement différent. Pour moi, c'est comment? La joaillerie, finalement, pour moi, c'est beaucoup plus libre. Le process est peut-être moins long. Après, ce qui est dur, c'est que finalement, on est influencé par tout ce qu'on voit. On a toujours les mêmes tendances. Donc, c'est vraiment se démarquer des autres, être hyper créatif. Alors que l'horlogerie, ça va être un process beaucoup plus long, avec beaucoup plus de contraintes. Parce que déjà, on est contraint par le mouvement. On est contraint par la lunette. Par la petite taille, et puis il y a énormément de contraintes techniques aussi. Donc finalement notre expression, elle va être dans le cadran, peut-être dans la lunette, dans le bracelet, mais et puis le process est beaucoup plus long. Ouais, c'est quoi? C'est 2-3 ans? On va dire que ça peut être entre 3 et 4 ans pour développer une montre. C'est quand même incroyable. Hein. Alors qu'un bijou, en quelques mois, on peut le développer. Ouais. Même si nos collections, on les dessine longtemps avant, parce que c'est un ensemble de pièces. Mais un bijou se développe beaucoup plus vite qu'une montre, ça c'est sûr. Et donc ici, là où on est, à Genève, enfin à Plan-les-Ouates, tu as toute la chaîne aussi pour l'horlogerie, en plus d'avoir tous les bureaux du siège. Ouais. Donc ça c'est génial parce qu'on a un bureau technique qui va étudier tous les plans de cadran. On a un atelier de haute joaillerie. On a tout l'emboîtage des montres qui se fait ici, un savoir-faire bracelet, un savoir-faire chaîne. On a un studio de gémologie aussi qui va contrôler toutes nos pierres, qui va acheter les pierres, qui part dans les foires aussi chercher les pierres. Donc vraiment, on est tout intégré et ça, c'est génial parce qu'on voit tous les corps de métiers différents et ce travail d'équipe qui est assez intéressant aussi, quoi. Et justement, par rapport à ça, ça me fait penser... tu sais, tout ce qui est... tu me parlais tout à l'heure un peu des prouesses techniques. Justement, dans l'horlogerie, bon voilà, tu as des horlogers sur place qui vont... Bah voilà, moi j'aimerais faire un tourbillon le plus fin au monde. Bon bah, let's go. Mais justement, dans la joaillerie, comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y avait des pièces où tu me dis, bah, alors ça c'est des prouesses techniques, mais pourquoi? Tout à l'heure, tu me parlais d'un... Alors, oui, bien sûr. Bah, par exemple, ça, pour moi, c'était une prouesse technique parce que là, quand on le voit, on a l'impression qu'il est rigide. Mais finalement, il est complètement articulé, c'est que de l'ajustement, c'était trouver les bonnes pierres qui s'harmonisent ensemble. Donc là, on voit, il y a de l'œil de tigre, mais il y a aussi du quartz rutile. Et c'était tailler les pierres, les ajuster comme il faut avec l'or, et en même temps, il fallait que le collier soit articulé. Donc tout ça, pour moi, il n'est pas solide. Il n'est pas rigide, en fait. Il est vraiment souple. Ah, oui. Et ensuite, sertir aussi les pierres dans la pierre ornementale. Ça, c'était une prouesse technique pour pas que ça casse. Voilà, on a des petits challenges comme ça, mais qui sont hyper intéressants à chaque fois. Et c'est vraiment dépasser ses limites, aller au-delà de les limites. Et c'est marrant parce que la famille Piaget avait un dicton. Le dicton, c'était toujours faire mieux que nécessaire. Donc on le retrouve en tout cas dans notre manufacture, chez les horlogers, mais aussi en joaillerie. C'est vraiment génial, hein, puis de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir faire de la créativité. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu vas faire tes allers-retours avec tes ateliers, tu te dis, mais en fait, là, c'est juste pas possible. Il y a plein de fois, au début de projet, même pour l'AUC, les horlogistes disaient, mais on n'y arrivera jamais, ils ont perdu leurs cheveux. Impossible et tout. Mais c'est ça qui est génial, c'est que quand, moi, honnêtement, quand tout le monde me dit, ça va pas être possible et tout, bah là, justement, moi, ça me pousse à aller plus loin et me dire, mais si, c'est possible, on va y arriver. Et trouver une petite combine, une technique. Donc c'est vraiment en discutant avec les artisans, les joailliers qu'on va trouver des petites solutions et c'est ça qui est sympa en général. Parce que toi, tu as quand même presque 20 ans de maison. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Beaucoup, parce que finalement, je ne pensais pas rester aussi longtemps dans la maison. Finalement, d'avoir évolué avec la maison, ça m'a permis de rester.
20 ans, c'est là que je me dis que je suis plus toute jeune. Mais en même temps, j'arrive à m'éclater. J'arrive à faire des choses différentes chaque année, justement à repousser les limites, à trouver des nouveaux designs, à me dire à essayer de trouver des choses qui n'ont jamais été faites. C'est toujours un challenge. Et finalement, c'est pas la pièce en elle-même, c'est tout ce processus de création qui me plaît. Et c'est pour ça que je reste, parce que à chaque fois, c'est des nouveaux projets. J'ai l'impression de me renouveler tout le temps, d'apprendre des choses. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est d'apprendre et de se renouveler. Parce que tu vois, c'est ça qu'on peut se dire des fois, on dit 20 ans de maison, les archives, est-ce que du coup, est-ce que des fois on est essoufflé et comment tu arrives toujours à être créatif? Mais je pense que chez Piaget, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un foisonnement créatif dans les années 60-70 qui est resté dans la maison. Et je trouve que même par rapport aux maisons du groupe Richemont, je trouve que Piaget, il y a une créativité énorme qui se ressent. Il y a une richesse de produits. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas autant, tous les produits qu'on a chez nous. Et des pièces que tu redécouvres? Exactement, même dans le patrimoine, même dans ce que j'ai créé. Mais ce qui est génial, c'est que vraiment, je trouve que pour un créateur ici, c'est une maison qui n'est pas facile parce qu'il y a ce double côté très austère avec l'horlogerie, savoir-faire, très maîtrisé, et d'un autre côté très libre. Donc c'est vraiment, il y a une dualité qui se fait qui est assez intéressante, mais on se renouvelle tout le temps en tant que créateur parce qu'on essaye toujours de repousser les limites. On crée beaucoup, on n'est pas beaucoup, en tout cas pour créer. On est un petit studio de création, hein. J'ai 3 personnes à la joaillerie et 3 personnes à l'horlogerie, plus un designer en CAO, plus moi qui essaye de dessiner encore et trouver l'équilibre entre les réunions, donner des directives. Mais on arrive quand même à s'éclater et repousser tout le temps. C'est quoi la collection dont tu es la plus fière que tu as créée? C'est dur. Ah ouais. Alors, je suis très fière de ces bracelets Possession. Parce que là, qui n'existaient pas avant. Moi aussi, je les aime beaucoup. Donc, l'idée, c'était... Ils tournent aussi? Ils tournent aussi. Donc, l'idée, ce qui était génial, c'est finalement créer un bracelet. Pour moi, c'était autour de la ligne Possession. Donc, il fallait faire un bracelet qui tourne. Donc, c'est pas évident, hein. Faire un bracelet qui tourne, il fallait qu'il soit rond. Là, l'idée, c'était qu'il soit ovale. Donc, il y a quand même ces éléments tournants qui font écho à la ligne Possession. Et puis finalement, il y a la pierre dure. La couleur. La couleur. Donc la couleur, dans la fine joaillerie, c'est dur de l'insérer, mais finalement, pour moi, ça coulait de source d'avoir de la pierre ornementale sur une ligne accessible. Et puis, c'était aussi créer un bracelet, pour moi, pour les femmes indépendantes. Parce qu'un bracelet, aujourd'hui, il faut être 2 pour le mettre, alors que celui-là, tu peux être toute seule pour le mettre, parce qu'il y a cette torsion. Et du coup, pour moi, ce qui est génial, c'est que tu peux le mettre toi-même. C'est génial. Donc tu le mets comme ça avec cette torsion. Et ça, c'est vraiment un modèle, oui, je peux être fière. Il est génial. Ouais. Puis en plus, tu le portes tous les jours, donc c'est quelque chose que tu peux avoir, qui est hyper reconnaissable. Pour le coup, il est iconique. Hein, les bagues, l'autre bague là, que tu as. Oui, la bague Possession qui va avec. Parce qu'elle aussi, c'est une possession. C'est quoi les différences Alors, là, il y a aussi des petits éléments qui tournent. Ouais. À chaque fois, dans la ligne Possession, on va toujours retrouver l'élément tournant. Mais tu vois, ça... et je souhaite aux 150 prochaines années de Piaget, c'est de retrouver aussi toujours ces pièces qui sont iconiques et tu retrouves partout. Et là, on retrouve les fameux codes stylistiques. Les fameux codes stylistiques. Et quel est le prix à peu près d'accès jusqu'à peut-être la pièce la plus, peut-être pas la plus chère, mais haute des possessions comme ça? Parce que là, elles sont là, on va dire que l'entrée de gamme chez nous, ça... Sur Possession, une bague Possession, c'est entre 2 et 3 000 francs suisses. Et après, on a des bagues complètement serties. Ça peut aller jusqu'à 100 000 francs, voire plus. Hein, ça dépend aussi des pierres qu'on va mettre. Donc ça fait partie, en tout cas, d'une pièce où je suis très fière. Après, il y a eu plein d'autres pièces, même en haute joaillerie, où je suis hyper fière. On va dire, les collaborations avec les métiers d'art, pour moi, ça, c'était vraiment génial parce que c'est des rencontres d'artisans qui sont super. C'est des passionnés. Pour moi, honnêtement, les manchettes plumes, c'était génial parce que c'était la rencontre avec Nelly, c'était remettre le métier d'art au goût du jour, le moderniser, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui utilisent les métiers d'art mais qui restent vraiment dans le métier pur de l'artisan. Là, l'idée, c'était vraiment de remettre au goût du jour du métier d'art, mais de le moderniser.
Et ça c'est une aventure folle, quoi, parce que c'est beaucoup de pièces uniques. C'est des pièces qui ont plus de 300, 400 heures. Mais à chaque fois, elles sont différentes, elles sont uniques. Parce que dans les métiers d'art, je sais qu'il y a Chanel qui ont leur métier d'art, par exemple. Donc, tu vas être plumassier. T'as quoi? Tu vas avoir tout ce qui va être la cristallerie. Les mailles aussi. Les mailles. Tu vas avoir les perles. La broderie. Paille aussi. Donc en fait, si demain tu voulais refaire une collection dans des métiers d'art, mais différents des plumes, tu pourrais totalement le faire aussi. Ah oui, mais on le fait encore aussi. Aujourd'hui, on utilise de la marqueterie de paille qu'on mélange avec du cuir, avec de l'élite de scarabée. Enfin voilà, on essaye toujours d'innover avec d'autres matières, en tout cas, pour le moderniser un petit peu. Et comment toi tu fais pour t'inspirer, pour rester créative? Alors, la création, oui, quand on me pose cette question, l'inspiration, d'où elle vient? C'est toujours la grande question. C'est pas évident parce que finalement, je trouve que l'inspiration, ça vient de tout et n'importe quoi. Ça vient de son vécu, je pense. Ça vient de mon éducation, ça vient de mon parcours de vie. Et ensuite, quand on intègre une maison, finalement, on met sa patte. On met l'ADN de la maison, mais on s'inspire finalement de tout ce qu'on voit. Je pense qu'aujourd'hui, on est inspiré. On a tous à peu près les mêmes tendances. On a tous Instagram, on regarde les réseaux sociaux, tout le monde voit un peu les mêmes choses. Et pour se démarquer, pour moi, la clé, c'est d'être créatif, de mettre vraiment ses émotions à l'intérieur de sa création et de mettre les codes de la maison qui va faire que la pièce, elle est piégée, elle est différente des autres. Parce que malgré qu'on s'est inspiré de tout ce qu'on a vu et que tout le monde s'est inspiré des mêmes choses, d'avoir mis sa patte plus l'ADN de la maison, ça va faire que la pièce est unique. Et comment tu fais pour faire entendre ça à un client? Parce que je trouve qu'il y a toujours un peu une sorte de distance et d'inconnu quand tu viens de voir une pièce magnifique que tu vois, tu dis ok, c'est un peu comme une œuvre d'art, c'est beau, ça me donne une émotion et elle est waouh. Mais d'un côté, si la personne en boutique ne t'explique pas qu'il y a eu 450 heures sur cette pièce et qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, je trouve que souvent ce qui me manque, moi-même, tu vois, déjà aller dans des boutiques, etc., je trouve que faire transmettre justement cette vision de voilà, la femme indépendante, etc., des fois, elle peut être difficile. Et vous, comment vous faites un peu piéger pour… Je pense que tous nos grands vendeurs, ils sont quand même éduqués dans ce sens-là. Et de plus en plus, on fait beaucoup d'expériences clients. Donc quand ils viennent en boutique, on leur fait des petits ateliers, on leur montre comment ça se passe la gouache, comment ça se passe on les éduque, le décor palace. Donc ils ont plein de petits ateliers. Toutes les boutiques créent des petits événements chez nous où ils invitent nos clients sur des petits workshops et tout, à faire découvrir la maison et à créer des expériences. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le client qui ressort de la boutique, en général, il a vécu une petite expérience, il s'en souvient. Et ça permet de raconter des petites histoires, des choses comme ça. Et puis du coup, il se sent un peu un partenaire à la maison et forcément, il va un peu plus investir et il va vouloir revenir et il a un lien en fait avec la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expérience, elle est hyper importante pour toutes les maisons et pour le monde du luxe. Les gens ont besoin d'être éduqués. En tout cas, nos clients, nos gros clients comprennent tout à fait qu'il y a des fois 6 ou 1 an d'attente pour faire un collier parce que la pierre, elle est très rare à trouver, on va mettre du temps à la trouver. Voilà, un vrai client de haute joaillerie comprend en tout cas tout ça. Quoi. Et puis même, c'est un peu comme l'horlogerie, si tu apprends à reconnaître les mouvements, leurs difficultés, en fait, tu comprends la valeur. Et donc, tu as aussi… Je pense qu'il y a 3 ans, tu me disais, Lou, est-ce que tu as envie d'investir dans les montres? Je veux dire, je sais pas. Maintenant, je n'ai plus du tout envie d'acheter des sacs ou des belles… Enfin, tu vois, j'ai absolument envie d'acheter une Polo 79 vintage parce que je trouve que c'est dingue. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, c'est quoi, 60-80 000 euros au jour quand tu vas chez Piaget, alors que tu as aussi d'autres qui vont être dans les 5-10 000 euros, t'en avoir une vintage. Et c'est génial, tu sais que la pièce aussi va prendre. Tu achètes une histoire aussi. Tu achètes une histoire. Et d'ailleurs, si par exemple moi j'achète une montre vintage Piaget, je peux venir ensuite chez Piaget pour la faire authentifier, pour la faire rénover, etc. C'est des choses qui sont… Puis moi, vous en plus, vous êtes content d'avoir une pièce qui revient pour tracer, etc. Et ça, c'est génial. Bon. Avant une question de signature, j'ai une dernière question. Pour toi, Stéphanie,
Est-ce que tu peux me dire, donc tu as fait 20 ans de maison à peu près, elle représente quoi les 20 prochaines années à peu près chez Piaget? Parce que tu partiras à la retraite. Mais qu'est-ce que tu as envie de construire en tout cas dans les prochaines années chez Piaget? J'espère que la marque sera reconnue autant en joaillerie qu'en horlogerie, parce qu'à la base, on est quand même une marque très horlogère. Quand tu dis Piaget à quelqu'un, il ne va pas penser horlogerie. Ouais, je pense plutôt les gens ont quand même on demandera ça en commentaire. En tête vraiment l'horlogerie. Et j'espère que la joaillerie sera reconnue autant que l'horlogerie. Et puis j'espère que dans 20 ans, j'aurai quelques pièces qui seront intemporelles. Ouais, les pièces Stéphanie Sévrière. Ah non, mais c'est génial. Mais tu sais que moi, Piaget, je connaissais de base la première fois que Enfin, pour moi, c'était maison joaillière. Ah c'est marrant. Ouais, je pensais même que c'était français. Alors, j'ai toujours cru que c'était français. Mais par le côté, je pense un peu peut-être côté européen. Oui. C'est génial parce que tu n'as pas beaucoup de maisons joaillières qui sont suisses. Encore moins par ce savoir-faire qui a été développé par la maison pour être ajouté sur une montre. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Je trouve qu'on a vraiment un ADN qui est sympa. C'est que ce côté joaillier et horloger, il faut qu'on le mette dans nos produits. Et c'est pour ça qu'on continue à faire des montres sautoirs, des manchettes, parce que finalement, c'est plus qu'une montre, c'est un bijou-montre. Et continuer à allier ce double savoir-faire, même pour les 20 prochaines années, je pense qu'il est très important. Et c'est ça qui va nous démarquer des autres. Parce que les autres maisons, elles sont soit horlogères, soit joaillières. Alors que vous, dans l'essence, il y a quelques maisons qui font les deux, mais d'allier ce double savoir-faire sur une même pièce, je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans l'essence en plus. Et c'est dans l'essence de la maison, et c'est ce qu'on devrait faire de plus en plus, en tout cas pour moi. Alors, question signature. Quelle est la première pièce de luxe que tu as eue dans ta vie? La première pièce de luxe, finalement, c'est une montre. Et c'est assez marrant parce que le premier boulot que j'ai fait, je connaissais pas bien la maison et je connaissais la montre Miss Protocol. C'était un modèle Piaget qui n'existe plus. Et mon premier boulot, je me suis dit, tiens, un jour, je me la payerai. Et quand je suis arrivée chez Piaget, elle existait encore. Et j'ai pu me l'acheter dans une vente chez Piaget. Et ça a été mon premier bijou. Et finalement, c'est assez marrant parce que c'était vraiment la première montre sur laquelle j'ai flashé quand j'avais 20 ans. Tu l'as toujours? Et je l'ai toujours. Bon, peut-être que tu l'offriras à ta fille. Ouais. C'est génial, ça. La dernière pièce de luxe que tu as achetée ou reçue ou offert? Finalement, maintenant, j'ai découvert le métier de la gémologie à force d'aller dans les foires. Et acheter une pierre, aujourd'hui, pour moi, c'est un luxe. Parce que finalement, on achète la rareté, la subtilité, une couleur, une provenance. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose que, peut-être, il y a 20 ans, je ne pouvais pas comprendre et qui me paraissait inaccessible. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, acheter une pierre rare, c'est un vrai luxe. Oui, et d'ailleurs, vous ne faites absolument pas tout ce qui est diamant synthétique ou choses comme ça. Non, pas du tout. Non. Une des maisons que tu aimes le plus, c'est pourquoi? Et bien sûr, pas Piaget. J'aime beaucoup la maison Dior pour sa créativité. Et quand Victoire de Ska, je trouve que c'est une des seules, il y a 15-20 ans, qui a vraiment cassé les codes de la haute joaillerie, qui a fait un peu de la haute joaillerie un peu fantaisiste avec sa couleur et sa créativité. Et c'est vraiment une maison que j'admire beaucoup grâce à ça. Moi aussi, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est les bagues cocktails, c'est elle. Enfin, c'est quelque chose de joyeux et je trouve que la joaillerie, finalement, quand on achète une pièce de joaillerie, c'est pour se faire plaisir. Donc, ça sert à rien d'avoir des bijoux statutaires ou pas joyeux. Pour moi, voilà, il faut se faire plaisir et ça fait partie de ça. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le luxe? Le côté superficiel, le côté appartenir à une société, ça, j'aime pas du tout. Et en fait, le luxe, pour moi, ça se résume pas au matériel. Donc là, je peux partir dans la philosophie, mais pour moi, le luxe, c'est autre chose. C'est pas forcément un bijou, c'est pas forcément une montre, c'est pas forcément une pierre. Aujourd'hui, le luxe, c'est pouvoir partir quand tu veux, n'importe où, dans un endroit improbable. Le luxe, ça peut être aussi se faire plaisir en travaillant, avoir un métier passionnant, c'est un luxe.
Avoir une santé bien, c'est un luxe. Voilà, pour moi, ça se définit comme ça, le luxe. Mais pas forcément par un produit. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le luxe? Qu'est-ce que j'aime le plus dans le luxe? C'est la notion de plaisir. Se faire plaisir. Quelle est donc ta définition du luxe? Se faire plaisir. Voilà. Et justement, comme je te dis, pour moi, le luxe, c'est pas matériel. Et alors, ok. Alors, autre question. Pourquoi, à ton avis, la joaillerie fait partie du luxe? Parce que c'est des produits très chers. Et aujourd'hui, se payer une montre à 100 000 francs, 200 000 francs, c'est un luxe. Ouais. Clairement. Oui, c'est Tout ça. le monde ne peut pas se le payer. Voilà. Si, Et c'est pareil, c'est de la rareté, c'est des pièces uniques. Pour moi, c'est un luxe d'avoir une pièce unique aujourd'hui. Pour toi, quel sera le luxe de demain? Le luxe de demain, pour moi, c'est l'immatériel. C'est savoir se faire plaisir sans le matériel. Et le luxe de demain, pour moi, c'est savoir se déconnecter, de ne pas avoir de contraintes et d'être libre. Quel invité tu aimerais écouter sur le podcast du luxe? Victoire de Castellane. Ah, écoute, Victoire, si tu nous entends. Bon, eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Voilà. Merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à laisser vos commentaires afin que nous puissions échanger tous ensemble. Ça nous motive et c'est ce qui fera aussi rayonner le podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, à LinkedIn. Ce sera un plaisir de discuter de luxe avec vous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode aussi exceptionnel que celui-ci.